Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue à tous, à toute la communauté. Nous sommes en direct, live rencontre avec l'écrivain. C'est le 6e numéro aujourd'hui. Sahaïdkoum à toutes et à tous. Alors, j'attends que la communauté se joigne à nous, les amis. Alors, nous allons recevoir aujourd'hui une icône de la littérature algérienne et je n'ai pas à la présenter. Donc, on va accepter donc l'arrivée de Madame Meissabey. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je vois que la communauté arrive. Bonsoir tout le monde. On attend l'arrivée de notre invité, Sahaïd comme à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé ces 2 jours de l'Aïd bien en famille. Bonsoir Madame Meissabey. Bonsoir Bonsoir, bonsoir à Sahaïd. tous. Bonsoir Sahaïd. J'espère que vous êtes en Enfin, ça forme. marche. Enfin, J'espère, ça je marche. touche du bois. Exactement. Oui, ça va, c'est super la qualité du son et de l'image. Oui, Voilà que nous attendons la oui. communauté qui arrive. Voilà donc aujourd'hui, c'est le cadeau de l'Aïd. Nous avons avec nous la grande écrivaine algérienne Meissa Bey. J'ai l'honneur de vous recevoir aujourd'hui, Meissa Bey. Merci, Je merci vous d'être là. remercie de votre invitation. Je vous suis, je suis vos lives depuis le début et je trouve que ce que vous faites, votre engagement en faveur de la littérature et pour la littérature, est remarquable, vraiment remarquable, hein. Merci, c'est la moindre des choses qu'on puisse faire. Merci beaucoup. Bonsoir les amis, bonsoir tout le monde. Je vois déjà Khalif Rado, Malika Chitour Daoudi, bonsoir. Monsieur Khanouf Aoumar, bonsoir. Daoudi Slimani, Fatma Zora, bonsoir. Leila Ben, Esmeralda Andalous et tout le monde. Bonsoir, encore une fois, Sahaïdkoum. Voilà, Voilà, donc dans ces belles circonstances, nous recevons Meissa Bey. J'ai envie, avant de poser la question à la question que je débute pour les écrivains, Meissa Bey, on n'a pas à vous présenter, sincèrement, parce qu'on vous connaît déjà entre les deux rives, on connaît très bien vos romans. Nous avons Bleu, Blanc, Vert, c'est à travers ce livre que j'ai connu Meissa Bey. C'est le premier livre lu où on parle de Lila, on parle du côté, c'est-à-dire colonialisme et après, donc post-colonialisme. Et là, on va vivre les deux histoires. On va vivre le ressenti de Lila et de son époux aussi. Nous avons aussi, puisque mon cœur est mort, nous allons être avec Aïda, la jeune maman donc de la quarantaine qui perd son fils, un fils assassiné lorsqu'il rentrait chez lui. Nous avons aussi une héroïne encore, Amina. Donc là, on est en 2003, pardon, on parle du séisme, on est avec Amina et Amina représente toutes les autres filles, justement, qui, par ce désastre du séisme, veut carrément changer de vie, elle va se réfugier ailleurs, sans spoiler l'histoire. Et puis, nous avons Haizia. Et qui ne connaît pas Haizia, justement, le fameux livre. Il a été primé, je crois, il a été primé en 2015, non? Euh, Ce livre? je me souviens même plus, non. Non, je crois pas. Hésia, non. Non, non. Les autres, Non, les précédents, oui, mais celui-ci, non. c'est pas Enfin, Haizia. je me souviens Oui, pas. Il y a quand même énormément de livres. Ça représente la deuxième partie de ma production. La d'accord. toute première partie, il y en avait d'autres encore. Oui. Alors, Hésia, on trouve encore une fois une héroïne, et cette héroïne, donc, qui retrace le scénario de sa vie, une fille de la Casbah, avec une famille désorientée quand même, faut le dire. Et c'est là où on retrouve un petit peu l'histoire de Hésia. Et bien sûr, le tout dernier, enfin, l'avant-dernier, je dis bien, l'avant-dernier, c'est Nulle autre voix. J'ai beaucoup aussi aimé. C'est cette fameuse prisonnière. On parle de la femme battue, donc la femme qui vit avec un homme violent et elle prend la décision de le tuer au lieu de le quitter. Pourquoi donc? Pourtant, elle avait une liberté économique. Excellent livre, superbement bien raconté. Et le tout dernier, je ne l'ai pas, c'est vrai, je l'ai lu. Je ne l'ai pas, mais je l'ai lu sur ma liseuse. Donc,
Assia Djebar, femme écrivain. C'est le dernier paru en octobre 2023. Il n'est pas encore en Algérie, donc il ne se vend pas encore en Algérie. Ça sera pour très bientôt, mais il existe en France et il existe sur Amazon pour ceux qui veulent acheter en ligne le dernier de Assia Djebar, femme écrivain de Maïssa Bey. Alors, D'abord, merci. je ne voudrais pas oublier de vous souhaiter à tous, à ceux qui sont présents, qui nous regardent, qui nous écoutent, une très bonne fête. Je sais que c'est un peu tard, c'est le deuxième jour, mais je crois qu'on y a droit pendant une semaine. Je crois qu'on peut, On a, combien? on a 4 jours. On a 4 jours 4 jours. pour l'Aïd. Alors, Ouais. Eidkoum Mabrouk, Kul Aam wa Antoum Merci. Bkhair. Voilà. Merci beaucoup. Merci Maïssa Bey. Alors, tout ce que vous avez écrit, tous ces livres-là, et je n'ai pas encore montré les autres. Oui, Avant de poser ma question, il y en a beaucoup, beaucoup. il y en a Il y en a pas beaucoup, hein, mal. j'en ai encore, donc je ne vais pas ramener toutes, mais Ah j'ai bon? ramené, voilà, bah oui, mais bien sûr, tous dédicacés par Maïssa Bey en octobre 2023. Voilà. Maïssa Bey, avant de poser ma question par rapport justement, par rapport aux héroïnes, j'ai envie que je vous laisse la parole pour vous présenter justement à notre communauté. Maïssa Bey, comment est-ce que vous avez débuté justement cette carrière d'écrivaine? Écoutez, ça fait quand même longtemps, mais j'ai commencé une carrière, je pense que oui, on peut parler de carrière, puisque j'ai quand même publié plusieurs livres, écrit des pièces de théâtre, des essais, des recueils de nouvelles, donc ça fait une petite, c'est assez conséquent pour le moment. J'ai commencé très tard, je suis entrée très très tard en écriture, vraiment tard, enfin très très tard, c'est-à-dire j'avais plus de 40 ans. Et il a fallu des circonstances très très précises que nous avons tous vécues ici en Algérie pour que je me décide à essayer d'écrire quelque chose que je ne pensais pas être publiable. Je ne pensais pas que ce texte que j'étais en train d'écrire allait être publié. Alors, la raison pour laquelle je n'ai pas écrit plus tôt, parce que moi je vois par exemple dans votre communauté, il y a énormément de jeunes, très jeunes, filles, et femmes qui écrivent, et des jeunes hommes de plus en plus. Moi, je n'ai jamais pensé à devenir écrivain, contrairement à beaucoup d'autres personnes, parce que toute ma vie était consacrée au livre, mais à la lecture. En fait, je lisais sans arrêt, je lisais énormément. Et quand j'ai découvert les grands auteurs, quand je dis les grands auteurs, les grands poètes, les grands auteurs, je parle des auteurs de langue française, hein, puisque j'ai fait j'ai appris le français, j'ai fait une formation, une licence de français, etc. Donc, je suis professeur de français aussi, c'est mon métier, c'était mon métier. Je suis en retraite. Je lisais énormément et plus j'avançais dans la lecture, plus mes goûts je devenais de plus en plus exigeante. Exigeante quant à la qualité littéraire des textes que j'avais sous les yeux. Et plus je devenais exigeante, et moins je me voyais écrivaine. Pour moi, le territoire de la littérature, c'était un territoire sacré dans lequel on ne pouvait pas s'aventurer. J'aimais trop la littérature pour essayer, pour tenter simplement d'y pénétrer ou de laisser une trace. Et puis, les circonstances ont fait que à 40 ans, c'était dans les années 90. C'était l'enfermement, ce qu'on a vécu. En fait, tout le monde sait de quoi je parle. Tous ceux qui sont là savent de quoi je parle. Euh, j'ai éprouvé vraiment le besoin de, comment dire, de me mettre à l'écriture, mais pas dans le but d'être publié. Hein. C'est dans le but d'ouvrir quelque chose, c'est-à-dire de respirer surtout, parce qu'à l'époque nous ne sortions plus, nous étions enfermés, nous avions très peur. Sortir de la maison, c'était une épreuve déjà. Aller se promener, c'était une épreuve. Voyager, il n'en était pas question. Donc il y avait une espèce une chape de plomb et de terreur qui pesait sur nous, et c'était pour me libérer de cette chape que j'écrivais. Les livres ne me suffisaient plus, et j'ai commencé à écrire un texte qui s'appelle Au commencement était la mer.
Oui, C'est mon premier roman. Et c'est un texte dans lequel je parle d'une jeune fille. Et ce texte, c'est pas un hasard. Bon, ça n'a pas été. Parle de la mer surtout, de la mer, des vacances, de la liberté que peut procurer la mer, du vertige du sable sous les pieds, du soleil, de la nature, etc. Tout ce qui nous était interdit à ce moment-là. Et Mais en même temps, donc j'ai il y a une histoire, il y a une histoire dans pardon. une autre. Il y a une histoire dans une autre, hein. Voilà, il n'y a pas que la mer, il n'y a pas que les Oui, bien vacances. sûr, c'est une histoire, et c'est une histoire violente, hein, de toute façon. Et Très. voilà, j'ai terminé ce texte et de toute façon, je ne connaissais ni le milieu littéraire, ni le milieu de l'édition, je ne connaissais rien, ni personne. Mais j'avais une amie qui était professeure à Lyon, à l'université à Lyon 2, professeure de français, que j'avais rencontrée lors de stages. Et je lui écrivais régulièrement parce qu'elle s'inquiétait de ce que nous étions en train de vivre et tout. Et je lui ai dit un jour, j'ai écrit quelque chose, je suis en train d'écrire. Et elle me dit, qu'est-ce que tu écris? Je dis quelque chose qui ressemble à un livre, à un roman, mais c'est pas vraiment un roman. Mais je n'ai pas voulu lui en dire plus. Et c'est elle qui a beaucoup insisté. Et je lui ai envoyé mon texte. C'est un texte très court, hein. Il fait une centaine de pages, pas plus, hein, pas plus. C'est un texte vraiment très court, très dense. Et quand elle l'a lu, elle m'a dit, est-ce que tu permets que je fasse tout ce que je peux pour le faire publier? Voilà. Et voilà comment les choses ont commencé pour moi. Et en Très fait, bien. c'est passé par des femmes parce qu'elle a proposé à des maisons d'édition, etc., etc. Et le livre est sorti. Je me souviens, c'était quelques jours avant le Maghreb du livre à Paris. Et tout de suite, et j'ai eu de la chance, je vais dire comme ça. Il a été lu par des journalistes influents. Et il y a eu des articles dans des journaux aussi, dans des journaux prescripteurs tels que Le Monde, etc. Il y a eu de très beaux articles sur ce texte-là. Et les choses se sont enclenchées petit à petit. Ensuite, j'ai publié un second recueil, un deuxième livre, un recueil de nouvelles qui était déjà prêt. Je m'étais prise au jeu d'écriture et voilà, je n'en suis pas sortie. Et comme quoi, à quelque chose, malheur est bon. C'était Oui, la peut-être. période décennie, mais voilà, vous avez pris le temps de, voilà, dans ce confinement, d'écrire, Oui. et vous avez fait quand même, parce que Nadia, Nadia, cette héroïne est inoubliable, il faut le dire. Donc, ça a commencé comme ça, une thérapie. Vous avez écrit, voilà, sans autant de concentration sur la structure, peut-être, etc. Mais ça a fait un excellent roman, il Vous faut le savez, dire. ces 100 pages, j'ai mis quand même plus d'un an à les écrire. Parce que Mm. j'ai écrit, j'ai jeté, j'ai réécrit, j'ai rejeté. Enfin, pour moi, la littérature, c'est quelque chose de, je vais dire, j'ai employé un mot très fort, mais bon, les auditeurs, enfin, ceux qui nous regardent comprendront, c'est presque un territoire sacré. C'est-à-dire, on ne peut pas s'y aventurer si on ne Oui. prend pas toutes les précautions possibles. On ne peut pas se déclarer ou se dire tout de suite écrivain dès qu'on se met à écrire. Moi, j'étais très intimidée parce que il y a trop de personnes que j'admirais, trop d'auteurs que j'admirais, pour me sentir l'égale de ces auteurs. Imaginez votre livre, son propre livre, dans une bibliothèque aux côtés d'auteurs comme, je ne sais pas, moi, des grands auteurs comme, je sais pas, moi je parle de Rimbaud, Baudelaire, Camus, enfin tous ceux qui constituent ma bibliothèque à moi, quoi. Oui. Et là, vous avez écrit, votre premier, au commencement était La mer avec Nadia, et puis ensuite, il y avait les autres qui ont suivi. Les autres, nous avons Lila, nous avons Aïda, nous avons la prisonnière, nous avons Haizia, et je vois que ce sont toutes des héroïnes, femmes. Mhm. Et là, j'ai deux questions, Maïsabel. Quand je fais les statistiques, je vois que ce sont toutes des femmes. Pourquoi choisir à chaque fois des héroïnes femmes, combattantes, courageuses et tenaces? À chaque fois, c'est ça ce qu'on ressent dans vos écrits. C'est pas vraiment délibéré, hein, vous savez. Mais je parle de ce que je connais le mieux. Mm. Je parle à partir d'un lieu qui est mon pays, qui est l'Algérie, un lieu qui est le mien, quoi. Je parle donc à partir d'un lieu et je parle de ce que je connais, d'une société dans laquelle de laquelle je fais partie Mhm. profondément.
Et quand j'écris, me reviennent toutes ces discussions de femmes que nous avons, que nous avons toutes, auxquelles nous avons assisté, que nous avons écoutées, partout, un petit peu partout. D'ailleurs, j'en parle un petit peu dans Hizia. Vous savez, les femmes sont très, comment dire, elles ont la particularité de se confier très facilement. Et toutes ces histoires de femmes que l'on rencontre au détour d'un chemin, dans un arrêt de bus, dans une salle d'attente, ces femmes qui racontent leurs histoires et elles en ont des choses à dire, elles en ont des choses à raconter. Et puis moi, j'ai vécu là-dedans. Quand j'étais petite, quand j'étais plus jeune, j'habitais dans un appartement, l'appartement dont je parle dans Bleu Blanc Vert justement, dans un immeuble à Alger, au Ruisseau d'ailleurs. Donc j'habitais dans un appartement et ma mère, qui était veuve puisque mon père n'était plus là, recevait énormément de femmes parce qu'elle était dans l'immeuble celle qui savait écrire et lire. Elle écrivait, elle remplissait les dossiers pour les femmes. Et puis, comme il n'y avait pas d'hommes dans la maison, les femmes se sentaient libres de parler et elles se racontaient, elles racontaient et je passais mon temps à les écouter. Et ce sont toutes ces histoires engrangées depuis que j'avais, je vais dire, 10 ans, 12 ans, qui me revenaient, qui me reviennent. D'ailleurs, il y a dans Bleu, Blanc, Vert, il y a des histoires que j'ai entendues lorsque je vivais dans cet immeuble-là, réellement. Donc, c'est de ça que je me nourris, c'est de ça que je m'inspire, si vous voulez, et c'est ce que je connais le mieux. Je ne connais mal le milieu masculin, en dehors des personnes que je rencontre, qui sont dans ma famille ou alors des amis, mais le milieu féminin, c'est dans l'intime que je le connais, dans le plus intime. Et ça s'impose à moi. Alors, bien sûr, ça n'est pas pour dénoncer, c'est surtout pour raconter, pour mettre des mots sur quelque chose qui sur des détresses, sur des malheurs, sur des bonheurs, sur tout ce qui fait une vie, tout ce qui fait une vie de femme. Et ça me passionne et j'ai pas tout dit sur les femmes encore. Il y a beaucoup de choses à dire. J'imagine, mais quand on vous lit, j'allais dire Assia Djebar, quand on vous lit Maïssa Bey, on comprend, ok, là vous dites, j'écris parce que j'ai entendu ces histoires, je me nourris de ces histoires, mais en même temps, quand je vous lis, les autres peut-être ont la même perception que la mienne, c'est que vous voulez transmettre quelque chose, un message, et vous voulez arranger les choses. Parce que lorsque vous racontez de ces femmes, le malheur de ces femmes, il n'est pas question que de raconter. J'ai l'impression qu'il y a des messages qui passent pour arranger les choses, arranger cette vision qu'on a parfois par ces femmes souffrantes. J'aimerais que vous m'expliquiez ce que vous voulez dire par arranger. Arranger que les choses s'arrangent pour les femmes, justement que la Pas situation. toujours, hein. Il y a des fins un petit peu malheureuses. Hein. Non, en fait, j'essaye de prendre ces morceaux de vie, ces bribes de vie, telles qu'elles sont dans on va employer un mot dans le réalisme le plus pur, c'est-à-dire je n'enjolive pas, mais je ne présente pas les choses de façon toujours tragique. Vous voyez, j'essaye de présenter les choses de manière, comment dire, de manière telle que les vivent les femmes dans leur quotidien. Il n'y a pas je n'essaie pas d'arranger les choses. Je vois par exemple cette fille-là, vous avez cité cette fille-là, qui est un texte qui n'est pas sorti encore en Algérie et j'espère que Barsac va se décider à le publier. Cette fille-là, c'est l'histoire d'une fille qui est orpheline, qui vit dans un espèce de fourre-tout, un asile fourre-tout où on met les vieux, les orphelins, etc. Enfin, orpheline parce qu'elle est âgée, donc elle est plus à l'orphelinat des enfants. Elle est dans cet orphelinat et elle a vécu, elle a passé, je raconte des moments difficiles, mais elle vit, elle rapporte la vie d'autres femmes, de femmes vieilles, de femmes qui vivent dans cet asile de vieux, dans cette, comment on dit, Diar Rahma chez nous, et elle rapporte la vie de ces femmes qui sont beaucoup plus âgées qu'elle et qui ont toutes eu des histoires. La plupart des histoires que je rapporte, ce sont des histoires vraies. La plupart des histoires, et je ne les enjolive pas, mais je ne fais pas aussi je noircis pas les choses, tu vois. Je présente les choses
telles qu'elles sont, telles qu'elles se présentent. Et pour la plupart, ce sont des femmes qui ont vécu leur lot de bonheur, leur lot de malheur, beaucoup plus de malheur que de bonheur, mais en même temps qui peuvent, auxquelles d'autres femmes peuvent très facilement s'identifier. Et c'est ça qui m'intéresse, vous voyez. Je n'enjolive pas, je n'essaie pas de, ni non plus, je n'appuie pas sur la corde tragique non plus, parce que ce serait aussi un mensonge littéraire que de montrer les choses de manière très tragique tout le temps et tout. Les femmes vivent des moments heureux, comme tout le monde, et des moments malheureux. Bon, je parle pas de ma dernière héroïne, elle, c'est autre chose. C'est un cas particulier. Celle qui n'a pas de nom, la criminelle de Nulle autre voix, elle, c'est un cas particulier. Voilà. D'accord. Et justement, quand on lit vos romans, vous avez une façon de décrire vos personnages, les héroïnes et les personnages, c'est-à-dire vous les mettez en relief, on les oublie pas du tout. Ma question est, comment est-ce que vous faites, comment est-ce qu'on fait pour avoir des personnages fascinants, justement, et inoubliables? Quel est vous Ça, je ne sais pas. Non, je pense que comment on fait, peut-être la question serait, enfin, je la comprendrai comme ça, comment on fait pour faire de personnages ordinaires, des personnages ordinaires de la vie quotidienne, de la vie courante, des héros, des héroïnes, parce que c'est comme ça qu'on les appelle en fait. Quand on écrit un texte, on a des héroïnes. Comment on fait pour passer de ce statut de femme ordinaire qui vit sa vie tout à fait normalement au statut d'héroïne, puisque c'est d'elle qu'il s'agit dans le texte et que l'écriture et la façon d'écrire lui donne un statut qui est totalement différent du statut qu'elle a dans la vie courante. Oui, je pense que c'est d'abord c'est beaucoup d'amour. Pour moi, c'est beaucoup d'amour pour toutes ces femmes que j'ai rencontrées, que j'ai écoutées, même pour celles que j'ai imaginées, parce qu'il y en a quand même que j'ai complètement imaginées. Nadia n'a jamais existé. Enfin, elle a existé. C'est-à-dire, il y a des bribes de vie de plusieurs personnes que j'ai assemblées pour faire le personnage de Nadia. Mais voilà, c'est leur donner voix et leur donner vie. Voilà. Donc, leur donner voix et leur donner vie. Vous me rappelez Douglas Kennedy qui a écrit aussi de super romans. Et il avait répondu de la même manière que vous, c'est incroyable. Il avait dit, tous ces héros et héroïnes, en fait, ils ne sont pas des guerriers, ils ne sont pas des super-héros, ils ne sont pas des militaires, ils ne sont pas. En fait, c'est des gens ordinaires. Et là, je rejoins ce que vous venez de dire. Donc, des gens ordinaires, on peut. Oui, c'est pris dans le quotidien de la vie. C'est ça. Et vous avez écrit dans le dernier roman, qui n'est pas encore paru en Algérie, Assia Djebar, femme écrivain. Encore une fois. C'est un roman, on l'a dit, un essai. C'est un essai. En fait, cette année, je l'ai lu, j'ai eu l'occasion de le lire. Alors, c'est un essai, mais il y a une partie romanesque aussi, puisque on parle aussi de vous. Il y a un passage qui m'a beaucoup plu, mais avant d'arriver au passage, les deux passages qui m'ont plu, j'aimerais bien que vous nous donniez un petit pitch de cet essai. Cet essai, vous savez, il a été. En fait, j'ai eu un jour une demande d'une médiathèque en France qui faisait, enfin d'une association en France qui voulait qu'une écrivaine parle d'une autre écrivaine. D'accord. Donc il y a eu elle faisait des podcasts, pardon. L'association s'appelle Les Parleuses, vous voyez. Alors ils ont parlé de, par exemple, je sais pas, Marguerite Duras, Annie Ernaux, etc. Les grandes écrivaines. Et c'est toujours des femmes qui parlent d'autres femmes. Pour Assia Djebar, on a pensé à moi. C'est la médiathèque qui m'a contactée, qui m'a demandé d'écrire quelque chose sur Assia Djebar. Et ça s'est passé avant le confinement, en fait. Hein. Donc, moi, j'ai tout lu d'Assia Djebar. Je pense que j'ai tout lu. Je ne crois pas en avoir oublié un. J'ai vérifié dans ma bibliothèque. Je les ai d'ailleurs tous posés, tous à côté de moi pendant que j'étais en train d'écrire.
et qui est une admiration sans borne pour cette femme qui est Assia Djebar, que je considère au même titre que je considère ce qu'on appelle entre guillemets les pères fondateurs. Je pense qu'elle est fondatrice aussi de la littérature féminine algérienne. Ça, il faut pas qu'on l'oublie. Pardon. Et j'ai essayé d'écrire quelque chose sur sa façon d'écrire. Donc je suis allée ensuite, ça s'est passé à Lille. J'ai fait ma communication à la médiathèque de Lille devant un public. Et puis voilà, bon, pour moi c'était fini. Et puis la maison d'édition Chèvrefeuille Étoilée, qui est la maison d'édition dont je suis cofondatrice, ils m'ont dit mais écoute ton texte est magnifique. Enfin, ce sont les éditrices qui me l'ont dit. Il faudrait peut-être qu'il soit à la disposition d'autres personnes. Est-ce que tu veux bien qu'on le publie? En fait, il était question de ne publier que la partie, mais c'était trop court pour faire un essai. Ça faisait il fallait étoffer. Donc, j'ai étoffé avec une première partie qui s'appelle Assia Djebar et moi, donc dans laquelle j'explique mes rapports à Assia Djebar et pourquoi Assia Djebar est si importante pour moi. La deuxième partie est avec aussi un rappel de sa biographie, bien entendu, de sa bibliographie. Et puis la deuxième partie, c'est la communication de Lille, que j'ai à peine retouché pour les besoins de l'écriture. Et la dernière partie, l'épilogue dans lequel je laisse libre cours à mon imagination. Voilà. Donc, voilà comment se sont passées les choses. Et au début, je devais juste faire une petite introduction sur la façon dont j'ai connu Assia Djebar, et après je me suis prise au jeu et j'ai écrit plusieurs pages sur mon rapport intime à Assia Djebar. Voilà. Et on le ressent. Vous avez parlé tout à l'heure de l'amour, c'est-à-dire il faut vraiment aimer ces personnages. Mais là, on ressent là Meysa Bey qui a vraiment une admiration pour cette grande écrivaine. En temps exact, et grâce à vous, je le dis, j'ai aussi lu Assia Djebar, pas toutes ses œuvres, c'est sûr, pas comme vous. Nous avons lu Assia Djebar, mais la façon comment vous racontez, comment c'est raconté dans votre essai, je me dis, beaucoup de personnes ont écrit sur Assia Djebar. Il y a beaucoup d'écrivains, d'auteurs qui ont écrit énormément, et heureusement. Oui. Tout à fait, sur Assia Djebar. Mais sincèrement, en lisant cet essai, je me dis, c'est bon, Meysa Bey a fait le full point. C'est bon, il n'y a plus rien à... Le full point, c'est le point final. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à raconter. Après avoir lu cet essai de, voilà, on va dire à peine 100 pages quand même, on se dit, c'est tellement bien dit, c'est tellement fluide et bien raconté, et on ressent cette sincérité, cet amour, vous avez l'admiration. Alors la partie vous savez qui m'a... pourquoi j'insiste, pardon, je vous interromps, mais pourquoi j'insiste? Parce qu'il me semble injuste qu'elle soit ignorée chez nous. Quand on cite des auteurs, on cite Mohamed Dib, on cite bien sûr Kateb Yassine, Mouloud Mahamri, Mouloud Ferhoun, pour les anciens, je veux dire, ceux qui ne sont plus là. Et on cite peut-être les autres qui sont arrivés bien après, mais souvent, Assia Djebar, elle passe à la trappe. Et pourtant, elle n'est pas qu'écrivaine. Elle est aussi cinéaste. Elle a fait 2 courts-métrages. Elle a écrit des opéras. Elle a écrit des pièces de théâtre. Elle a écrit de la poésie. Elle a eu le prix de la paix. Elle a été primée. Elle est membre de l'Académie, première femme africaine membre de l'Académie française. Enfin, c'est un personnage extrêmement important et illustre. Elle est enseignée dans toutes les universités, presque toutes les universités américaines, qui s'intéressent à la francophonie. Et dans notre pays, dans notre propre pays, on dit Assia Djebar, d'abord déjà pour trouver ces livres, je ne sais pas s'ils sont partout disponibles. Bon, j'en ai vu dans les librairies, et ils existent, mais enfin, mais il faut quand même lui donner la place qu'elle mérite, cette femme. Elle mérite une place de choix, voilà. Et c'est pour ça aussi que j'ai accepté que ce livre soit publié. Et vous avez très bien fait. Votre rapport avec Assia Djebar ne date pas d'aujourd'hui, ça c'est clair. Ça date
votre petite enfance. Et c'est ça ce qui est Effectivement. mentionné lorsque vous étiez enfant avec votre famille dans le centre aéré Ben Aknoun, la Et on forêt a de Ben Aknoun pour appelé les ça à l'époque le centre familial. centres C'est là où Kateb familiales. Yassine avait passé quelques années, je pense. Et moi, j'étais petite. Ce centre familial, il avait été créé Mhm. euh, pour que les enfants puissent, comment dire, pour que les enfants et surtout les mères les mères qui n'avaient pas les moyens d'aller en vacances puissent se reposer, puisqu'il y avait il y avait une école d'hôtellerie où les gens, donc les femmes ne cuisinaient pas, ne faisaient pas de vaisselle, n'allaient pas faire les courses et tout, c'était véritablement le repos. Mhm. Et donc c'était surtout pour les familles modestes. Hein. Nous y sommes allés, nous y avons passé deux étés de suite d'ailleurs. Nous y sommes Mhm. allés et nous avons passé des moments extraordinaires dont je me souviens encore. Et ma première rencontre avec Essia Djobar a eu lieu dans ce centre familial créé par le professeur Chollet. Mhm. Et j'étais toute jeune, mais j'avais déjà lu Essia Djobar Mhm. parce que je l'ai découverte par hasard. Je raconte dans mon texte Oui, que il y avait une bibliothèque là, au ruisseau, là où j'habitais, une on va y bibliothèque. arriver justement. On va y arriver justement, oui. Oui, Et oui. voilà, je l'avais lu, donc quand on m'a dit c'est Assia Djebal, j'étais mais pétrifiée d'admiration, que je n'arrivais même plus à Vous aviez parler. une idée, ouais, vous aviez une idée de ces romans, vous avez lu ces romans Non, et j'avais vous avez vu lu le un seul de tes romans, un un seul. Hein. seul, ah, J'avais d'accord. lu Les Enfants du Nouveau Monde. Hum. Et lorsque vous l'avez vu pour la première fois, enfant, vous avez vu cette écrivaine Un peu que plus vous belle. avez Voilà. déjà Hum. lue. Quel a été votre ressenti? Parce que quand on lit votre ressenti et quand on l'entend comme ça en direct, c'est peut-être autre chose. Non, C'était, mais c'était. bon, je vous dis, j'étais pétrifiée d'admiration. J'ai à peine osé lui parler. En plus, bon, elle s'est assise avec nous, les enfants, elle a discuté. Et puis, on devait faire une course, fille contre garçon. Elle a participé à la course, elle a couru avec nous et tout. Et pour moi, les écrivains, ils étaient dans leur tour, dans leur tour. Et pour moi, c'était vraiment une révélation, quoi, de rencontrer cette femme. Vous savez que je l'ai rencontrée par la suite à plusieurs reprises. Nous avons fait des rencontres ensemble, des colloques et tout. Je n'ai jamais osé lui raconter ça. Jamais. Même Ah, pas. d'accord. La seule Le chose que 16. je lui ai dite, c'est que mon père était instituteur comme son père. Voilà. Là, je lui ai dit, votre père était instituteur parce elle en parle et tout. Il avait fait l'école normale de Bouzria. Et mon père, c'était Mhm. pareil, il était instituteur. Donc voilà, c'est le point commun qu'on a, deux filles d'instituteurs. Il y a un commentaire, pardon, que j'ai lu. Oui, On me dit que ouais. je ne crois pas qu'Assia Djebar soit ignorée à l'université de Tizi Ouzou. Je ne parle pas des universitaires, bien entendu, des universitaires. Vous savez que je sais qu'il y a énormément de travaux, de doctorats, de mémoires sur Assia Djebar. Je sais qu'il y en a beaucoup, que beaucoup. Moi, je parle qu'elle devienne une écrivaine, comment dire, une écrivaine dont les non spécialistes peuvent parler. C'est ça qui est important. Dont les non spécialistes, c'est-à-dire les lecteurs lambda, comme vous et moi, peuvent découvrir, peuvent lire et peuvent parler. Je voudrais qu'elle ait une place, comment dire, chabia, on va dire. Oui, On va dire les choses. on a compris, Voilà. effectivement. Et oui, c'est normal en même temps, hein, ce que vous dites, parce que oui, Assia Djebar est connue dans les universités, hein, Elle pour est ceux qui ont enseignée fait et tout, oui, je sais. littérature, etc. Et puis ces livres sont disponibles, vraiment disponibles dans les bibliothèques Et universitaires, dans les dans les librairies librairies, aussi. je ne sais pas trop, hein. Il y en a, mais pas toutes ses œuvres, hein, il faut le dire, pas toutes ses œuvres. Et en même temps, c'est vrai ce que vous dites, je rejoins exactement ce que vous dites, c'est qu'on ne parle pas assez d'Assia Djebar. Pas autant que Mohammadi Ben Mouloud Feraoun, par exemple, hein, si Ouais. on compare. Voilà, Mais c'est pas exactement. C'est ça. Oui. Mhm. Mais bon, Donc, les hommages, il me semble que faire beaucoup d'hommages dans les universités, à l'occasion de colloques, etc., c'est bien, c'est très bien. Mais il faudrait que qu'elle soit, comment dire, qu'elle soit disponible dans les librairies, que les gens en parlent, qu'elle ait une place d'honneur avec ce qu'on appelle, et j'ai horreur de cette expression, les pères fondateurs de la littérature algérienne. oui.
Je comprends. Et puis, il y a Khalifrado, donc Malika Chitour-Daoudi, qui pose une question intéressante. Il faudrait que la rue s'approprie Assia Oui, Djebar. c'est un peu ce que nous sommes en train de dire, oui. Absolument. Oui, oui. Oui. Alors, on a parlé de Mohamed Dib, on entend Mohamed Dib, Mouloud Faoun, Kateb Yassine, et on parle de Assia Djebar. Maïssa Bey, est-ce que vous pensez qu'il n'y a que Assia Djebar quand on parle des classiques algériens? Ou est-ce que vous connaissez une autre grande écrivaine aussi algérienne? Ben, écoutez, il y a ce que j'appelle météorite, Yamina Mechakra. Yamina. Yamina Mechakra, qui est passée comme un météorite, c'est-à-dire elle a écrit Oui. 2 romans. Elle a écrit La Grande Mhm. Éclatée, et ensuite, plusieurs années plus tard, elle a écrit Harris. Oui. Et elle était très proche de Kateb Yassine, qui lui avait fait une dédicace qui est très célèbre, que tout le monde cite maintenant. Une femme qui écrit est une femme qui vaut son pesant de poudre. Ça, c'est devenu quelque chose que l'on répète sans arrêt. Mhm. Mais à part, comment elle s'appelle? À part justement Yamina Mechakra, je parle des générations qui m'ont précédée, hein. Oui, Maintenant, oui, je oui, ne parle pas des personnes qui c'est ça. écrivent, qui Je font sais. partie de C'est la comme ça. génération de ma génération des années Exact. 90 ou plus tard. Moi, je pense que Yamina Chakra aussi mérite Mhm. d'être plus connue. Je sais qu'il y a des rééditions de ses livres et ça me fait très plaisir. Oui, Il y a eu des absolument. rééditions de ses livres et vraiment, c'est très bien. Je trouve ça très bien. Exact. J'avais vu Yaris ou Harris Ah oui, sur les étalages. oui, oui, Donc, oui, ça oui. fait plaisir. Oui, mais ça, c'est une réédition, hein. Alors, je reviens à votre dernier ouvrage, Maïssa Bey, Assia Djebar, femme écrivain. Ce Ça petit peut paraître passage un que peu je vais lire, étrange que je n'ai pas écrit écrivain, que j'ai écrit écrivain. Et je justement. précise, c'est pas une erreur. Mhm. Femme Mhm. écrivain, c'est elle qui s'est donné cette espèce de titre entre guillemets. Elle l'écrit et d'ailleurs elle aimait pas le mot écrivaine. Elle disait que dans écrivaine, le mot veine sonnait plus que dans écrivain. Et elle disait je suis une femme écrivain. Voilà. Et toujours Et dans le comment dire, dans l'action. oui, et ça, c'est bien expliqué aussi dans votre essai. Alors, il y a un petit passage que je vais lire. Ils sont tous intéressants, mais je vais prendre celui-là parce que je vais juste suivre d'une question. Nous vivions à Alger, au Ruisseau, plus précisément, au sous-sol d'un immeuble, dans une grande salle éclairée de fenêtres longues et étroites. Une bibliothèque de quartier où ma mère m'autorisait à me rendre seule. Là, dans cette salle, qui reste obscure dans mes souvenirs, je ne saurais dire pourquoi. Sur des étagères poussiéreuses, parmi tous les livres de littérature française hérités de la période coloniale, l'on pouvait trouver un rayon consacré à quelques-uns de romans d'auteurs algériens d'expression française, tels que Mouloud Feraoun, Mohamed Dib et Mouloud Mamri, mais aussi d'Assia Djebar. La découverte de quelques-uns de ces romans avait donné un goût particulier aux étés brûlants pendant lesquels la lecture était mon unique échappatoire. Je continue rapidement. Le premier livre d'Assia Djebar que je lus fut Les Enfants du Nouveau Monde, son troisième roman publié en 1962. Ce qui avait motivé mon choix était certainement, d'une part, le fait que c'était la seule écrivaine dont le livre était présent sur les rayons en question, et d'autre part, le fait que le prénom inscrit sur la première de couverture était aussi celui de ma meilleure amie de l'époque. Alors, vous l'expliquez très bien. Déjà, cette bibliothèque, ma question par rapport à cette bibliothèque du quartier, où vous vous rendiez seul. Donc là, ce n'est pas une fiction, c'est vrai. Vous vous rendiez seul dans cette bibliothèque de Tout à fait, quartier. oui. Voilà. Donc, dans cette bibliothèque de quartier, ma question, et vous parlez d'écrivains algériens. Bien entendu, il y avait des classiques, j'imagine, des occidentaux, hein, des Oh, il y écrivains en avait beaucoup, occidentaux. oui. Voilà, il y en avait beaucoup. Et est-ce que, parce que vous aviez déjà lu des écrivains occidentaux, que vous vous êtes penché par la suite vers ces classiques algériens, ou bien c'était dès le départ, c'était ça ce qui vous fascinait? Mouloud Non, Mamri, Mohamed Dib. alors, je vais vous dire, c'est un pur hasard, en fait. Bon, j'ai fait mes études dans un lycée français.
À l'époque, à cette époque-là, il s'appelait le lycée Fromentin, qui est devenu par la suite le lycée René Descartes, l'ancien, qui maintenant s'appelle Bourg-Mamont. Donc j'ai fait toutes mes études et j'étais interne. Et les programmes étaient des programmes français. Je n'avais jamais, il était hors de question d'étudier des auteurs maghrébins, même s'ils étaient francophones, même s'ils maniaient la langue française. Mais c'était des auteurs classiques, on va dire. On avait des auteurs du XIIIe siècle, des auteurs du XVe siècle, du XVIIe siècle. On avait ces espèces de livres qui s'appelaient, les anciens peuvent en témoigner. Ça s'appelait les Lagarde et Michard, dans lesquels nous avions tout un. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai découvert Rimbaud et Baudelaire, mes deux icônes de la poésie. Et donc, pour moi, les auteurs, comment on dit, les auteurs algériens, je savais même pas que ça existait, quoi. Aucune idée. Je savais pas. Et c'est pour ça que pendant les vacances, comme je fouinais beaucoup, je lisais. Je lisais énormément. Romans pour enfants, je mélangeais les romans. Même les romans, je me souviens que j'ai découvert Balzac. J'ai découvert Balzac à l'âge de 13-14 ans. J'ai rien compris. Mais j'ai lu parce que c'était intéressant. Voilà. J'ai lu, je me rappelle, je ne me souviens plus de quels c'était, mais je me rappelle que voilà, on était un peu formaté pour les classiques français, pour les grands auteurs français. Et donc, intriguée parce que je voyais qu'il y avait des auteurs algériens. Et qui pouvait en parler à ce moment-là? Personne. C'était juste après l'indépendance. Personne n'en parlait, on les étudiait pas en classe ni rien du tout. Donc, ça m'a intriguée de découvrir qu'il y avait des auteurs algériens qui, d'ailleurs, après, on a inséré les textes d'auteurs algériens dans les livres de français qui ont été faits par la République algérienne démocratique et populaire. Il y a eu des auteurs, des poètes français, surtout les poètes comme Anna Grecki, enfin, je cite comme ça de mémoire. Et après, j'ai découvert, en lisant ces textes, ces livres d'apprentissage du français, qu'il y avait des auteurs algériens. Mais à l'époque, je savais pas. Et c'est pour ça que j'ai été attirée, tout de suite attirée par ces livres-là. Et parmi tous les livres écrits par Dib, par Firaoun, etc., moi j'ai vu Assia Djebar, une femme algérienne qui écrit. Oh, ah bon? Il y a des femmes qui écrivent. Il faut savoir que chez nous, l'écriture et même la prise de parole, elle était extrêmement contrôlée dans les familles anciennes. Hein. Il y avait il y avait des règles qu'il fallait surtout ne pas, auxquelles il ne fallait pas déroger. Et je le dis dans le texte, il y avait des mots, des histoires qu'il ne fallait pas raconter en présence des hommes, etc. Il y avait tout un tabou. Et puis je lis cette femme qui parlait des femmes, qui parlait des intérieurs des maisons, et ça a été la révélation, la véritable révélation. Je me suis dit, quel courage, quelle audace. Une femme qui parle de ce qui se passe à l'intérieur des maisons. Pour moi, c'était quelque chose d'absolument incroyable et admirable, forcément. Et c'est de là qu'est venue mon admiration, depuis ce temps-là qu'est venue mon admiration pour Assia Djebar. Après, je cherchais véritablement tous ces livres. Je les lisais au fur et à mesure, je lisais tous ces livres parce que je voulais savoir comment elle s'était introduite dans l'intimité qu'elle connaissait parfaitement, puisqu'elle a vécu à la Cherchell, dans une maison comme celle-là, dans l'intimité des familles et de la société algérienne, et comment elle arrivait à la raconter en étant au plus juste de ces cris, de ces silences de femmes, de ces femmes qui ne pouvaient pas parler, qui n'avaient pas de vie sociale, qui ne pouvaient pas sortir, etc. Il y avait une justesse dans la description de cette société masculine et féminine, parce que quand on parle des femmes, par ricochet, bien entendu, on parle aussi des hommes. Et j'ai trouvé qu'il y avait une justesse et une précision et quelque chose qui correspondait tellement, tellement à ce que je connaissais, à ma famille, à mes cousines qui étaient enfermées chez elles, cloîtrées dans un petit village, etc. Que voilà, c'est ça qui a suscité mon admiration. Pour Assia Djebar. Ouais. Et est-ce que lorsque Maïssa Bey avait commencé, vous avez commencé à écrire, justement, est-ce que vous avez pensé à Assia Djebar en écrivant? Je ne parle pas de ce livre, de cet essai, mais je parle lorsque vous avez débuté l'écriture, lorsque vous avez commencé. Forcément. Généralement, pour tous les écrivains, voilà, tous les écrivains ou ceux qui débutent, ils ont toujours
voilà, on va dire un idole ou une idole. Donc, est-ce que vous, lorsque vous avez commencé à écrire, vous pensiez justement à Sia Djubar qui, elle, vous fascinait, Non. justement? Au début, non, sincèrement. Pas Mhm. vraiment, mais au fur et à mesure de mon écriture, je me suis dit, oui, ce sont les paysages que je connais parce que Essia Djebar en parle aussi, etc. Et puis, ce qui était incroyable, enfin, ce que j'ai fait surtout, c'est que j'ai considéré, et je considère toujours que je lui dois quelque chose. Je lui dois quelque chose. Et donc, quand j'ai fini d'écrire mon livre et qu'il a été, il a mis assez longtemps pour être édité. Il y a eu plusieurs péripéties que je vous épargnerai. Quand il est Mhm. sorti en France, parce qu'il est sorti en France, hein, d'abord, il Oui, était hors de question de le publier effectivement. en Algérie dans les années 90, vu Mhm. le thème que j'abordais, etc. Puis il y avait plus d'éditeurs, etc. Et les deux premières personnes à qui j'ai pensé, c'est Mohamed Dib et Assia Djebar. D'accord. Et mon éditrice avait l'adresse de Assia Djebar et elle m'a dit, voilà, si tu veux lui envoyer ton livre, fais-lui une dédicace. Et j'ai écrit à Assia Djebar, j'ai envoyé mon livre à Assia Djebar en lui écrivant à vous, Assia Djebar, qui m'avait ouvert les chemins de l'écriture. Et j'ai signé. Ouais. Plus tard, quand je l'ai rencontrée, euh, elle ne se souvenait pas. Elle ne se souvenait pas que je lui avais envoyé le livre, etc. et tout. Mais on a pu parler de beaucoup, beaucoup de choses. Et on s'est revus à plusieurs reprises dans des salons à Paris, on s'est vus aussi à Londres, enfin un petit peu partout. Enfin, pas beaucoup quand même, mais je l'ai rencontré et nous avons fait des salons ensemble. Et j'ai pu lui dire, voilà, j'ai pu lui, comment dire, pas lui dire parce que j'étais quand même toujours un peu intimidée pourtant, mais j'ai pu lui, comment dire, lui dire, lui faire comprendre Mhm. toute l'admiration que j'avais pour le personnage qu'elle était. Est-ce que Et quelque temps Mhm. avant sa mort, nous avons dîné ensemble nous avons été invités toutes les deux dans un dîner restreint et tout. Et c'est là qu'elle m'a parlé de son dernier livre, Nulle part dans la maison de mon père et des raisons qui avaient fait qu'elle avait écrit son livre, etc. Et ce livre-là, et c'est de sa douleur. Elle avait mal à l'Algérie, hein, comme on a mal. Elle avait Oui. vraiment mal à l'Algérie parce que les Mhm. Algériens n'ont pas été très tendres, vous voyez. Et c'est ça. Voilà. Enfin, Euh, c'est très émouvant et ma question par rapport à Assia Djebar et sa méthode d'écriture, elle est décédée paix à son âme. Euh, il n'y a pas beaucoup de vidéos, ou beaucoup de podcasts ou beaucoup qui parlent de Assia Djebar, la méthode il y en d'écriture a de quand même l'écrivaine. quelques-uns. Vous pouvez aller les chercher. Il y en a quelques-uns dans lesquels elle parle de son rapport à la langue française. Elle parle de l'écriture. Elle parle comment dire, des douleurs qu'a traversé l'Algérie Mhm. pendant les années noires. Elle a écrit quand même de très beaux livres, Oran langue morte et Le Oui. blanc de l'Algérie, en hommage à ses amis assassinés, etc. Mhm. Non, on peut trouver pas mal de choses. Et aussi, il y a des textes excellents d'universitaires qui ont fait un Mhm. vrai travail. Moi, pour moi, c'est ce que j'ai fait, c'est juste une petite communication. Mais il y a des universitaires qui ont fait un vrai travail et extrêmement intéressant sur Assia Djebar, pour ceux qui seraient intéressés. C'est honorable pour Assia Mm. Djebar, effectivement. Et donc, revenant à vous, lorsque vous avez écrit donc ce livre, enfin cet essai, je dis toujours ce roman, mais moi je le perçois entre essai et roman aussi, euh, vous avez pensé à rendre hommage à cette grande écrivaine, ça c'est sûr. Vous avez pensé à rendre hommage à Assia Djebar. Lorsque vous avez terminé ce livre, hein, parce que c'est clair que là, Maïssa Baye, qui a vécu quand même, qui a lu tous les livres d'Assia Djebar, et quand on lit l'enfance, votre rencontre avec Assia Djebar, quand vous avez terminé l'écriture, quel a été votre ressenti? Est-ce que c'était une forme de thérapie? Est-ce que il y avait une satisfaction? Est-ce que vous pensiez que vous aviez vraiment tout dit? Ou ça manquait encore des choses? Oh non, surtout pas. Ah non, non, j'ai pas tout dit. Non, non, moi, c'était
C'était simplement pour rendre hommage à un petit hommage personnel, très modeste, par rapport à tout ce que j'ai lu et entendu des universitaires qui ont consacré des livres entiers sur Assia Djebar. Non, moi, c'était juste une petite, comment dire, une petite touche personnelle pour redire mon admiration, pour redire ce que je trouvais extraordinaire au niveau de l'écriture et des thèmes qu'elle abordait et de ce qu'elle pouvait apporter, en tout cas pour moi. Bon, aujourd'hui, je ne pense pas que les jeunes écrivaines puissent être aussi, comment dire, euh, en admiration, parce qu'il y a beaucoup d'écrivains et d'écrivaines maintenant. Mais à cette époque-là, elle était quasi seule. Donc, ça a été pour moi une véritable révélation. C'est un dû pour moi. C'est un dû, mais je n'ai pas tout dit. Et puis, bon, c'est pas du tout une thérapie. Moi, le terme d'écriture thérapie, moi, il me convient pas du tout, hein. L'écriture, pour moi, c'est pas une thérapie. Moi, je préfère prendre, quand j'ai mal à la tête, je prends un cachet d'aspirine. Je préfère écrire, ça ne me guérit pas. Au contraire, parce qu'on fouille avec sa plume, on creuse et ça fait mal et ça fait de plus en plus mal. Et plus on s'enfonce, et plus ça fait mal. Ça n'est pas une thérapie. Il y a des douleurs. Vous savez que, par exemple, quand j'ai écrit, comment il s'appelle ce livre, oui, puisque mon cœur est mort, j'ai mis des mois à m'en remettre. Cette femme qui perd son enfant, suite à une erreur en fait. C'est une erreur. Qui a été tuée alors qu'elle attendait le soir avec une soupe de lentilles et de la salade et il rentre pas et elle le perd et elle vit seule. Elle a élevé son enfant, étudiant en médecine, un beau garçon et tout, mais ça a été très très dur pour moi de m'en remettre. Il m'a fallu des mois et des mois pour essayer d'oublier toute cette douleur parce que il y a une identification forcément, qu'on le veuille ou non. Il y a une identification et c'est ça qui fait douleur et c'est ça qui fait problème. Et vous avez dit le mot enfin, thérapie. Quand je dis thérapie, il y a beaucoup d'écrivains qui disent oui, c'est une thérapie pour eux parce qu'ils sont en train de déverser, d'écrire et de raconter et de dire peut-être Oui, peut-être. tout haut ce Pour que certains certains, oui. pensent pour Mais eux. pas pour Mais moi. c'est aussi intéressant ce que vous dites, que Mm. voilà, c'est vrai, pour écrire, il faut beaucoup de recherche. Et en parlant de l'écriture, Maïssa Bey, vous qui avez écrit, je peux dire des chefs-d'œuvre, hein, il y a des Oh, chefs-d'œuvre que vous avez écrits. non. Oui, pour moi, à mes yeux, oui, hein, parce que j'ai beaucoup aimé déjà quand on lit Hizia, quand on lit Nulle autre voix, qui a été adapté justement Le théâtre. au théâtre, exact, au théâtre. Donc, comment est-ce que vous commencez à écrire, Maïsabel? Est-ce que ça vous commence par une idée? Ça vous commence par un fait, par un titre, par un personnage qui vous inspire? Comment est-ce que l'idée vous vient pour faire justement votre roman? Je voudrais juste Oui. répondre. Je voudrais répondre à un commentaire dans lequel on dit, il y a un livre qui a été publié sur Maïsapé par Bouba Tapti, une universitaire, et qui a pour Mhm. titre, et ça rejoint un petit peu votre question, hein, qui s'intitule L'écriture des silences. Mhm. Et en fait, Essia Djebar, vous savez, elle a une très belle formule. Elle dit, j'écris à force de me taire. Vous voyez? Et je pense que ça se rejoint. Vous voyez, l'écriture des silences, c'est-à-dire que c'est écrire pour moi, tout comme pour Essia Djebar et pour beaucoup d'autres écrivaines et écrivains, écrire, c'est donner la parole à quelqu'un qui n'est pas soi, dans lequel il y a beaucoup de soi souvent, mais qui n'est pas soi et Mhm. donner la parole à ces femmes je parle d'Assia Djebar surtout, enfermées, confinées dans les maisons ou qui n'ont pas droit à la parole, elle leur donne la parole. Mais je ne pense pas que ce soit une thérapie pour l'écrivain. C'est une Mhm. façon de mettre au jour, de mettre en lumière quelque chose qui fait partie quelquefois de soi. Mais l'écrivain ne se découvre pas facilement. Il fait très attention à ce qu'on ne puisse pas le reconnaître dans les méandres de l'écriture, ça c'est clair. Très souvent, il y a des gens qui me disent oui, mais tel personnage, c'est peut-être ce que vous avez vécu. Je dis c'est beaucoup de moi. Et comme disait Marguerite Duras, ce n'est pas moi, mais je pense qu'il y a un petit peu de mon sang qui coule dans leurs veines. C'est à propos de ces personnages, vous voyez. Voilà. Très bien dit. Très bien dit. Ah oui, c'est fort. Voilà, merci, elle vous remercie, Ferro, pour d'avoir répondu justement à sa question. Et puis, on revient à vous, Maïssa Bey, par rapport à l'idée, comment l'idée vous revient
vous vient justement à l'esprit? Est-ce que vous débutez l'écriture par une idée, par un personnage voilà, qui vous marque peut-être, par un vécu, ou bien par un titre? Parce que ça diffère C'est d'un très écrivain à variable, hein. un autre. Il n'y a pas de, il y a Mhm. pas de règle à propos comment dire, de ce qui me vient. Quelquefois, c'est une phrase, c'est une phrase. Mon dernier Mhm. livre, il a commencé avec cette phrase: J'ai tué un homme. D'accord, oui. Voilà. Et après cette phrase, tout le reste s'est déroulé. Bon, il y avait bien entendu avant, bien sûr, j'avais une idée de ce que j'allais dire, etc. Mais il a commencé, c'est-à-dire, il n'y avait pas toute une recherche, etc. Ça, c'est arrivé brutalement. Et ce livre a été écrit vraiment sans vraiment beaucoup de préméditation. Mhm. Mais pour dire, oui, il me faut du temps pour trouver un thème. Hein. Pour trouver un thème, euh, je vais vous révéler quelque chose, mais il faut pas dire. Voilà. Mon dernier, enfin, Exclusif mon prochain dans le roman, club. oui, exclusivité pour vous. Non, mon prochain roman, c'est la confrontation de femmes de milieux différents, du même âge, mais de milieux très très différents. J'en dis pas plus, mais il m'a fallu, je sais pas, plus de 2 ans, de 2 ans. Et il n'est pas Oui. terminé, pas du tout. Mais il m'a fallu plus de 2 ans pour comprendre que si j'avais commencé à écrire la vie d'une première femme, c'est parce que je voulais la mettre en miroir avec la vie de cette deuxième femme. Et ces deux vies en miroir, qui ont traversé les mêmes, comment dire, à peu près les mêmes événements, mais qui n'ont pas eu du tout la même vie. Vous voyez? Et ça arrive au bout d'un certain, parce que on commence à écrire et puis après on se pose la question et on se dit, mais oui, mais où je vais comme ça? Qu'est-ce que ça va apporter? Qu'est-ce que ça va apporter? Et puis comment dire, quel poids ça va faire? Ça va avoir dans tous les livres qui sont publiés, etc. Et petit à petit, il y a des choses qui se mettent en forme, etc. Et voilà. On a déjà un avant-goût. C'est Oui, exclusif et on a pour très vous. hâte. Est-ce il sera disponible en 2025, Oh, ce certainement. nouveau bébé? Certainement, oui. Super. Mm, mm. Super. Déjà, on attend Asia Djebar, femme écrivain, avec impatience, Oui, qu'il soit disponible voilà, en Algérie. Donc là, on a parlé de l'idée, comment l'idée de l'écriture vient pour Maïssa Bey. Donc, tout dépend. Des fois, une phrase, des fois, un vécu, ou peut-être, c'est ça. Et comment est-ce que, là, vous avez dit que ça peut prendre 2 ans quand même pour écrire un roman. Ça peut vous prendre 2 ans, comme moins, ou peut-être plus. Comment oui, ben est-ce là, que... ça fait 2 ans. Oui. Bon, il faut dire que ces dernières années, j'ai traversé une période très, très difficile. Donc, j'ai abandonné complètement l'écriture. J'avais d'autres préoccupations, évidemment. Donc, je n'ai repris l'écriture, mais la première partie de ce texte, de ce livre dont je vous parle, elle a été écrite, on va dire, avant le confinement. Avant le Ah, quand confinement. même. Non, mais là, c'était particulier. Mais l'écriture d'un livre, alors, je vais vous faire un aveu, vous allez voir. Mhm. Euh, Bleu, blanc, vert, qui est mon livre le plus épais, si on compte le nombre de pages. Bleu, blanc, vert fait 300 pages. En fait, Oui. voilà, il est épuisé. Hein. Il est épuisé chez Barzac et on le trouve plus. Mhm. Et ça me fait de la peine parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent où c'est qu'on peut le Oui, trouver, où c'est qu'on peut le trouver. effectivement. Eh bien, il est épuisé. Donc, il faut écrire à Barzac pour qu'il le réédite, tout simplement, qu'il fasse une réédition. Voilà. Parce que c'est le livre qui a finalement, qui a été le plus vendu, en fait, hein, qui a vraiment été qui a fait une belle carrière. Eh bien, ce livre de 300 pages, je peux vous dire que je l'ai écrit en 3 mois. Ah, wow, quand même, hein. En Ah trois oui. mois. Et tout Et je me souviens très bien parce que je me souviens du jour où j'ai commencé l'écriture de ce livre. Bon, l'idée était là déjà. Je savais voilà, un petit peu qu'il allait c'était avoir. structuré dans votre tête, l'idée était structurée dans votre Oui, mais esprit, en c'est ça? plus, il n'y avait qu'un seul personnage. Il n'y avait que le personnage de Lila. Il n'y avait pas Oui, Ali dans mon idée. oui. C'est après qu'Ali est entré dans l'écriture du livre. Mais ce livre, je me souviens très très bien que je l'ai commencé au mois de fin avril. C'était le départ de mes enfants qui étaient venus me voir. Ils étaient en vacances, donc ils étaient venus me voir. Ils sont partis.
le soir de leur départ, parce que je me suis occupée d'eux, etc. Le soir du départ, j'ai commencé à l'écrire. Alors, on compte, fin avril, ça compte pas. Voilà. Mai, juin, juillet. Le 15 juillet, j'ai mis le point final à bleu, blanc, vert. Plus de 300 pages. C'est des choses qui arrivent comme ça parce que bon, je savais exactement où j'en étais. Et puis, il y a pas mal de parties, je vous le confie aussi, autobiographiques. Donc, elles étaient là depuis longtemps et elles sont arrivées. Ça vous Voilà. a aidé à Donc, avancer, en fait. Hein. voilà. Oui, ça vous a aidé à avancer. Mais sinon, je vous dis, mon dernier livre, bon, évidemment, c'est un cas particulier quand même parce que voilà, il y a pas eu de, j'ai pas pu prendre la plume pendant plusieurs années et puis voilà, j'ai repris il y a pas très très longtemps. Et quand on parle, Maïsabaï, de la structure des romans, justement, il y a beaucoup d'écrivains qui ont l'idée, ils écrivent et on parle. Moi, je discute avec des écrivains et il y a beaucoup qui ont ce petit souci, c'est que l'idée est là, l'écriture est là, ils écrivent, mais il reste la question de structure. Pour structurer son roman, lui donner une forme, Oui, lui c'est une donner. question qui vient d'être posée, je crois, par Monsieur El Kurti, je crois, qui parlait de structure et tout ça. Ben, je rejoins un petit peu les auteurs que j'ai entendus chez vous. Moi, je ne fais pas de plan du tout non plus. Je fais pas de plan. Je Bien ne sûr, mais prépare moi, pas. Bon, il y a des personnages qui apparaissent à des moments comme ça parce il me semble indispensable pour le déroulé de l'histoire. Bon, et des fois, je vous assure que quand j'écris, je ne connais pas la fin. Je n'ai pas d'idée sur la fin du livre du tout. Et j'avance dans l'écriture, et je pense que c'est au fur et à mesure que le personnage prend sa place, qu'on creuse dans l'écriture, que les choses nous apparaissent. Euh, Prévoir tout, bon, on sait que les grands classiques comme Balzac, comme Stendhal et tout, faisaient des plans très détaillés, des schémas, des arbres généalogiques, enfin tout était prêt. Bon, évidemment, ce sont les grands classiques, et puis ils ont écrit des sagas des personnages importants et essentiels. Mais et d'autres personnages, moi je connais d'autres auteurs qui ont leurs petites fiches, leurs petites notes avec les traits du caractère, les traits physiques, les traits de caractère, etc. Moi j'ai pas tout ça. La seule chose, c'est que avant de commencer, d'arriver à l'écriture sur mon ordinateur, j'ai quand même mes cahiers. Alors c'est des cahiers d'écoliers. Vous savez, les cahiers normaux, grand format, c'est pas des carnets de notes et tout, c'est des cahiers. J'ai besoin de ces cahiers d'ailleurs. C'est Oui, raconté ici, voilà. c'est raconté. Et Eh c'était bien, la je prends beaucoup de notes. Par exemple, vous savez, surtout quand c'est des faits qui sont que je dois vérifier, des faits historiques comme dans Pierre sans papier ou cendre, je dois vérifier les faits historiques pour Bleu, Blanc, Vert aussi, tout ce qui s'est passé dans les années 60, 70, 80. Donc tout ça, je suis obligée de faire des recherches. Donc je prends des notes sur les points qui m'intéressent et qui comment dire, et donc je vais avoir besoin pour l'écriture de mon livre. Donc ça, je prépare ça, je reprends ça sur mon cahier de notes. Mais si je vous disais la vérité, la vraie vérité, comme disent les enfants, eh bien, je ne consulte plus mes notes une fois que je me mets à écrire mon texte. Voilà. Je ne C'est-à-dire que consulte plus du tout mes notes. mais les grandes lignes sont Ah là. Quand vous oui, non, écrivez mais sur tout est les là, tout grandes est lignes, écrit. Vous savez, je ne sais plus qui j'ai entendu récemment dire, il m'arrive de me réveiller la nuit oui. avec des phrases toutes faites parce que j'attache énormément d'importance, beaucoup, beaucoup pour moi. C'est très important, la structure et la musicalité des phrases. C'est très important. Il m'arrive de me réveiller la nuit parce que je ne sais pas par quel processus, il y a quelque chose qui est arrivé à laquelle je pensais avant de m'endormir et qui arrive pendant la nuit, et de me réveiller, d'allumer une lumière, de prendre rapidement des notes et de me rendormir. Quand on est dans le, comment dire, dans l'engrenage de l'écriture, oui, c'est un véritable engrenage. On ne pense plus qu'à ça. Et c'est pas facile pour une femme, hein. C'est pas facile du tout. J'ai écouté la discussion, comme vous le savez vous aussi, j'ai écouté la discussion un jour d'un écrivain, un grand écrivain français,
on était dans un train et il racontait sa façon d'écrire. Il racontait un journaliste. Il disait oui, moi je me réveille très tôt, à 6 heures du matin. Je fais mes pages d'écriture. Ensuite, je sors. Je vais me promener dans la forêt parce qu'il devait habiter quelque part Ouais. en banlieue en France. Hein. Je vais me promener, etc. jusqu'à 11 heures. Après, je me détends et ensuite je déjeune et je me mets à l'écriture. Est-ce qu'une femme pourrait dire ça? Est-ce Ça, c'est qu'une un de femme ses pourrait mémoires. dire Il ça? faisait beaucoup ça. Une femme ne peut pas faire ça, impossible, avec toutes les D'ailleurs, responsabilités. il y a même quelqu'un qui a analysé l'écriture des femmes en disant les femmes ont des phrases courtes, souvent sèches. Pourquoi? Parce que souvent elles sont interrompues. Elles sont interrompues parce qu'elles ont d'autres préoccupations, des choses qui sont très importantes dans leur organisation de vie, dans leur organisation personnelle ou quotidienne. Et donc, elles n'arrivent pas à développer, à faire des grandes envolées. Tandis que les hommes, ils ont tout leur temps à eux, pour eux. Donc, le style, il y a une femme qui a analysé, je me souviens très bien avoir lu cet article, qui a analysé les styles pour comparer l'écriture féminine et l'écriture masculine. Mais on ne va pas rentrer ouais. Bien sûr. Et c'est vrai, chaque écrivain a sa routine, c'est vrai ça. Il y en a ceux qui sont du matin, ceux qui sont du soir, nocturnes, Mais ceux qui écrivent on au est milieu du obligé, dîner. dites-moi, Ania, Oui. quand on est maman, quand on travaille, quand on s'occupe d'une maison, hein, parce que c'est ce qui m'est arrivé. Moi, j'étais prof, hein, Oui. j'ai eu 4 enfants. Donc, je m'occupais des enfants, je m'occupais de ma maison. Et bon, et une maison, l'entretien d'une maison, vous savez ce que c'est, j'ai pas besoin de donner des aides. À quel moment vous pensez qu'on a le temps d'écrire? Moi, je prenais Merci pour sur mon ça. temps de sommeil. Alors, à partir de 9 heures du soir, le téléphone ne sonne plus. Il n'y a plus la sonnette du côté de il n'y a plus la porte à ouvrir. Il n'y a plus les gens à recevoir, les amis des amis qui viennent vous voir. On les reçoit avec plaisir, mais en même temps, voilà, eh bien, à partir de 9 heures du soir, sauf les jeudis, vendredis où la maison était pleine d'amis, mais bon, j'avais une vie sociale, comme tout le monde, bien sûr. Eh bien, à partir de 9 heures du soir jusqu'à 4 heures, 5 heures du matin. Voilà, 4 heures, 5 heures du matin. Et Donc j'ai toute la nuit toujours, jusqu'au matin? j'ai j'ai jamais eu vraiment besoin de beaucoup de sommeil. D'ailleurs, ça se ressent en ce moment. Pour moi, 5, 6 heures de sommeil, ça me suffit amplement. Et donc, je prenais sur mon temps de sommeil pour pouvoir écrire. Et c'était la merveille des merveilles. La nuit, le silence, cette lumière que je projetais sur ma feuille ou sur mon ordinateur, la solitude et le fait d'être entièrement à soi. Je pense, et il y a quelqu'un qui vient de le rappeler justement, je voulais en parler, je pense à ce que disait Virginia Woolf dans son texte Une chambre à soi pour l'écriture. Vous voyez, elle dit que si les femmes n'ont pas beaucoup écrit, c'est qu'elles n'avaient pas de chambre à elles. Voilà. Donc, Effectivement, oui. c'est Il y a le. aussi, Marguerite Duras qui parle dans Écrire, son livre Écrire, elle parle beaucoup de ça, du silence. On a besoin Le du silence et la silence, solitude de l'écriture, la surtout. solitude de Ouais. l'écriture, effectivement. C'est la Donc, plus haute oui. solitude, oui. Et oui, en parlant de Virginia Woolf, je suis entièrement d'accord parce que pour ceux qui n'ont pas lu Une chambre à soi ou Un lieu à soi, parce que ça, le titre a changé, hein, ou Un lieu à soi, avant, c'est exactement ce que vous racontez, Madame Isabelle, c'est que les femmes n'avaient pas un endroit propre à elles. Donc, elles n'avaient pas le temps pour elles déjà, tout le temps, c'est pour les autres. C'était du sacrifice du matin au soir. Et Oui, c'est vrai. oui, Donc, attendez, faut pas, je suis pas tout à fait d'accord avec le mot sacrifice. On a la vie qu'on choisit aussi souvent, hein. C'est-à-dire, moi, je pense pas que je me suis sacrifiée pour mes enfants. Au contraire, j'ai élevé mes enfants avec je les ai eus avec beaucoup de bonheur, je les ai élevés. Non, si vous voulez, renoncement plutôt. Renoncement à une partie de soi, mais qui, de toutes les façons, finit toujours par ressurgir. Ça finit toujours. Quand ça doit ressurgir, ça ressurgit. On renonce. Moi, je lisais beaucoup. Je ne pensais pas à écrire parce que je ne savais que je n'avais pas le temps. Je considérais que j'avais pas les possibilités non plus littéraires, etc. Il y a eu un renoncement, des renoncements, et il y a beaucoup de femmes qui sont pas dans le sacrifice, parce que c'est un mot trop fort, hein, le sacrifice. C'est vraiment très fort, mais qui sont dans le renoncement. Oui, je pense que ça, c'est aussi un autre sujet. Mais si une femme est là pour tout faire par amour à ses enfants, à sa famille, et que
avec le temps, au retour, elle ne reçoit pas voilà, de remerciements. Il y a de l'ingratitude avec le temps. Là, ça devient du sacrifice. Voilà. Je Ça y est, pense. on est dans les revendications féministes. Oui, Il fallait c'est bien que ça. ça sorte. Oui, bien Exactement. sûr, c'est vrai. Ben oui, C'est-à-dire ben oui, ça penser nous aux autres motive. avant de penser à soi. Mm. Tout à fait. Il y a Aomar Khenouf, Monsieur Khenouf Aomar, qui a posé une question. Quelle est la part, qui vous a posé une question. Quelle est la part d'imagination dans vos romans? C'est vraiment une très bonne question parce que même moi, j'ai du mal à faire la part d'imagination. Mes personnages, je vous dis, c'est des personnages que j'ai pu entendre, rencontrer, fréquenter, mais dans d'autres temps, dans d'autres lieux. Et je peux, par exemple, dans un personnage féminin, je peux mettre les caractéristiques de de tous les personnages que j'ai fait. Par exemple, mais ce ne sont pas des histoires vraies là pour la plupart que je raconte. Je n'ai pas rencontré de criminel. Je ne connais pas une criminelle qui a tué son mari. Je n'ai pas j'ai parlé surtout de, par exemple, comment il s'appelle, puisque mon cœur est mort. Dans Puisque mon cœur est mort, j'ai rencontré des femmes qui avaient perdu leurs enfants, etc. Mais c'est pas leur vie que je raconte, c'est la multitude comment dire, d'événements qui émaillent la vie d'une multitude de femmes que j'essaie de reprendre. Vous voyez? Mhm. Donc, il y a de l'imagination aussi. Pardon? Il y a de l'imagination aussi. Beaucoup, Donc, il y a beaucoup, oui, oui. beaucoup de part Mais d'imagination. heureusement, parce que l'imagination, c'est l'évasion. Si on devait Mhm. se cantonner au réel, si on devait rester toujours dans le réel, dans la réalité sordide, quelquefois très très noire, très dure, très douloureuse, je pense que les pauvres lecteurs, ils seraient quand même très malheureux. On Mhm. est obligé d'éclairer d'une façon ou d'une autre, par le style, même quand c'est des histoires sombres, on les éclaire par le style. Il y a ce plaisir. Moi, j'aime beaucoup les auteurs qui arrivent à nous raconter des choses terribles, mais avec un style tel Mhm. que la beauté du style l'emporte, si vous voulez, sur la noirceur du Oui, sujet. Et ça, c'est la caractéristique des grands écrivains. Ça, c'est très important et formidable. Mm. tout à fait. Aussi par rapport aux noms maintenant, si on parle des noms, le choix des noms, comment est-ce que le choix des noms vous vient? Aïda, Lila, Hizia. Bon, Hizia, c'est historique. Euh, Bon, je dis, ah comment oui, est-ce que vous c'est choisissez déterminé par les... l'histoire. Oui, Alors, je peux vous raconter le choix de tous les noms. Haïda, c'est l'Aïd, c'est le sacrifice. C'est d'accord. le sacrifice, c'est l'histoire du sacrifice de, justement, de l'Aïd el-Kbir. Donc, Ça, c'est ça. Haïda, c'est celle qui a sacrifié, enfin, qui voit son fils qui est sacrifié pour une cause pour laquelle elle n'est pas, avec laquelle elle n'est pas, à laquelle elle n'adhère pas, mais c'est son fils. Mais sinon, c'est souvent le hasard. J'aime bien les prénoms légers. Lila, Nadia, Amina, vous voyez. Et quelquefois, je joue sur les prénoms. Par exemple, dans cette fille-là, la fille s'appelle Malika. Malika, et je joue sur Malaika. Melka, c'est toutes les déclinaisons du nom, du prénom Melika, la reine, qui est tout sauf une reine dans le texte, mais en même temps toutes les déclinaisons sur lesquelles on peut jouer. On a la chance, nous, Algériens, nous, Arabes, on va dire, d'avoir des prénoms qui ont tous un sens. Il faut connaître le sens. Donc, C'est un plaisir aussi, peut-être oui. que aussi, il m'est arrivé de demander à des gens qui s'y connaissent quel est le sens de tel ou tel prénom. Mhm. C'est pas parce qu'il y a une prédestination, non, pas du tout. C'est parce que je peux utiliser ça dans mon roman, Dans le contexte. par petites touches, vous voyez, sans insister. Oui. Et c'est important de voir le sens du nom du personnage pour savoir si c'est vraiment ça match avec le contexte de l'histoire. C'est important. Oui, oui. Et par rapport à la classification maintenant de vos romans, est-ce qu'on vous a déjà dit, oui, vos romans, on les classe plutôt féministes? Est-ce qu'on Oui, vous a déjà dit ça? bon. Ah oui, Et oui, quel... moi j'ai l'étiquette féministe collée sur le front, là, avec le drapeau et tout. Eh ben, il Bravo. suffit qu'on parle de femmes pour être taxé de féministe. Bon, si raconter l'histoire de femmes qui
général, sont prises dans un engrenage, dans une société qui est profondément misogyne, qui est profondément patriarcale, etc. Si raconter des histoires de femmes prises dans cette société, ben c'est pas grave, je suis féministe. Moi, c'est pas une étiquette qui me dérange du tout, du tout. Mais il n'y a pas de comment dire de volonté délibérée de dénoncer, de revendiquer. Il y a pas de ça n'existe pas. Pour moi, pardon, je ne dénonce pas, je ne revendique pas, je raconte. Un écrivain, c'est un raconteur d'histoire. C'est quelqu'un qui nous raconte une histoire. Quels que soient les personnages avec lesquels il nous raconte. Vous avez vu, par exemple, moi je ne sais pas, j'ai une admiration particulière pour les grands écrivains russes, Oui. parce qu'ils nous plongent dans une histoire dans laquelle on a du mal à quitter et dans laquelle il nous fait vivre des instants, des lieux, des familles, des personnes, des personnages, des événements, et on est plongé dans l'histoire. Et c'est comme si quelqu'un vous racontait des histoires. L'écrivain est avant tout un raconteur d'histoires. Et l'écrivaine aussi, elle raconte des histoires. Ça n'est pas quelqu'un qui, surtout quand on est dans des pays comme le nôtre, vous savez, quand on est algérien, moi je vois par exemple souvent quand je fais des rencontres en France et tout, on me dit vous dénoncez. Oh, j'ai horreur de ce mot dénoncer. Dénoncer, pour moi, c'est trahir, c'est ceci. Non, je dénonce pas, je dis, dire les choses. Il y a écrit d'ailleurs un texte que j'ai lu en France à plusieurs reprises qui s'appelle Dire et non pas dénoncer. Vous voyez, quelqu'un qui et puis il y a aussi le fait qu'on me dise quel message vous voulez passer. Mais je passe pas de message. Les messages, c'est quand j'ai besoin de quelque chose, j'envoie un message à quelqu'un pour lui demander, je sais pas moi, s'il a tel livre ou s'il peut me rendre tel service, etc. Un écrivain qui se la joue moraliste, qui donne des leçons, qui veut essayer d'envoyer des messages, etc. Pour moi, je n'aime pas ça. Et c'est pour cette raison qu'il y a pas mal d'écrivains que je ne lis pas, parce que j'ai lu des livres d'eux. En général, c'est des hommes qui donnent des leçons. Il faut faire ceci, on n'est pas. Non, un écrivain raconte des histoires et le lecteur, il est le lecteur de lui-même, il s'approprie l'histoire. S'il a envie d'y voir un message, il est libre. Il est libre peut-être de voir un message. Peut-être qu'il a besoin à ce moment-là de lire cette histoire-là, de s'identifier à tel personnage. Vous voyez? Et à ce moment-là, il va prendre ce qu'il reçoit comme un message. Mais pour moi, l'écriture ne donne pas de message. L'écriture n'est pas une thérapie. Je suis à contre-courant de toutes ces thèses. Vous savez, peut-être que j'ai tort, je sais rien, mais c'est ma façon de voir les choses. Pour la littérature, c'est quelque chose de trop beau, trop sacré, pour qu'on lui attribue on lui ajoute des attributs, des définitions et tout. Non, écrire, c'est vouloir faire entrer le lecteur dans une histoire et qu'il se l'approprie comme il veut. Il y en a souvent qui me disent et alors votre personnage, qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai dit mais c'est vous qui devez savoir ce que ce personnage a représenté pour vous. C'est pas moi de vous le dire, c'est vous qui vous appropriez cette histoire, elle est à vous et vous pouvez avoir l'interprétation que vous voulez. Et d'ailleurs, nous avons eu l'occasion de discuter sur cette thématique lors du SILA, Salon international du livre, en octobre dernier. Oui. C'était autour de Nulle autre voix. Oui. Et on avait parlé du contenu de cette criminelle, de cette femme criminelle qui sort de prison. Elle s'appelle comme ça. Elle se nomme criminelle. Elle n'a pas de nom. Pour le coup, elle n'a pas de nom. Tout à fait, absolument. Elle n'a pas de nom. Et il y a comment dire, c'est-à-dire que vous avez fait en sorte de laisser les lecteurs comprendre l'histoire comme ils l'entendent. Moi, quand on a discuté, moi, j'avais une vision de la chose. C'était pour moi l'héroïne raconter et elle imaginait cette journaliste qui est venue pour l'interviewer. Ok, mais pour moi, c'était de l'imaginaire. Elle imaginait parce qu'elle se sentait tellement seule. Mais d'autres ont compris autre chose, d'où le théâtre, la reprise qui a été, l'histoire a été reprise au théâtre. C'était un peu le contraire de ce que j'avais compris. C'était pas l'imaginaire, mais les journalistes existaient bel et bien. Et je vous ai posé la question finalement, est-ce que c'était imaginaire ou la journaliste existait vraiment? Et vous m'avez dit. Qu'est-ce que vous avez répondu?
Je ne réponds pas. J'aimerais bien vous laisser cette fin ouverte. C'est à vous de laisser cette Et voilà. perception. Vous savez, c'est Voilà. Proust hein, qui disait, Marcel Proust qui disait, chaque lecteur est le lecteur de lui-même. Mhm. Vous voyez? Et je pense que nous n'avons pas, nous, écrivains, de façon générale, à orienter d'une façon trop précise la lecture du lecteur. Le lecteur a besoin de cette liberté à l'intérieur des pages, derrière les lignes, parce qu'il a besoin de cette liberté Mhm. pour pouvoir soit s'identifier au personnage, soit le rejeter, le détester. Et ça arrive, il y a des personnages qu'on déteste et tout. Et il est tout à fait, comment dire, il a dans la lecture, et c'est ça qui est magnifique dans la lecture, c'est cette forme de liberté que l'on a, cette forme appropriation du texte. Et ça, c'est essentiel. Sinon, moi, je pense que je ne serais pas devenue la lectrice que je suis si j'avais pas ressenti cette liberté. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure des écrivains qui vous donnent des leçons de morale à longueur de page, etc. et tout. Oui. Non, décrivez les choses et laissez le lecteur en tirer ses propres conclusions. Et C'est je crois important. que c'est la plus belle des choses qu'on peut offrir à un lecteur ou une lectrice. Enfin, je dis lecteur, bien entendu, il faut que j'ajoute lectrice, hein, parce que c'est quand même important. Et pour le coup, il y a beaucoup plus de lectrices que de lecteurs. Absolument. Et donc, merci pour toutes ces confidences, hein, Mess Abeille, pour tous ces conseils aussi ce soir. Si je vous pose la question par rapport aux livres qui vous ont marqué, on va pas parler d'Assiette Dupart, on l'a bien compris, mais les livres que vous avez lus dans toute votre vie qui vous ont marqué. Il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup. J'ai pas dans mon panthéon, pardon, j'ai d'abord les poètes. Et D'accord. c'est vers eux que je me tourne quand ça va pas, quand je ne suis pas bien. Je prends un livre et je le lis. Rimbaud, Baudelaire, c'est tout en haut du Panthéon. Et puis après, les livres qui m'ont marqué, je vais vous parler d'un livre bon très controversé bien sûr, c'est L'étranger de Camus. La Oui. première fois que je l'ai lu, j'avais 17 ans et j'ai détesté ce livre. Je l'ai vraiment détesté. Je me suis dit, c'est quoi cette histoire? Et c'est quoi ce style? Et bon, qu'est-ce qu'il raconte? Et puis, il va tuer un arabe et l'arabe n'a même pas de nom, etc. et tout. Donc, voilà, Camus, pour moi, je l'ai liquidé en deux temps, trois mouvements. Et c'est bien après que je l'ai repris, bien plus tard, très, très tard d'ailleurs. Je l'ai repris et j'ai lu La Peste qui est un livre pour moi dans lequel aussi pour lequel j'ai éprouvé énormément d'admiration, etc. Et puis les autres livres. Mais oui, Camus est un auteur qui compte. Et puis il y en a un autre qui n'est pas connu du tout, mais que je place aussi très haut sur le podium. C'est Pierre Michon, un Oui. auteur français contemporain. À cause ou grâce à son style, il a un style inimitable. On lit une phrase de Pierre Michon et on est transformé. Vous avez Marguerite Duras, beaucoup, Oui. Ah beaucoup de oui. livres de Marguerite Duras, pas tous. Marguerite Duras, Marguerite Yourcenar aussi, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Je vous conseille, si vous le trouvez, un Oui. texte magnifique, enfin un ensemble texte magnifique de Marguerite Yourcenar qui s'appelle Les Nouvelles Orientales. C'est vraiment, on savoure chaque mot, chaque phrase. Et voilà, pour moi, alors vous aurez compris, le style compte énormément. Oui. Le style compte énormément. Et c'est bien pour ça que j'ai eu du mal à me mettre à l'écriture. Parce que comment oser se penser côte à côte avec ces grands auteurs que l'on admire, etc. C'est pour ça que je vous dis, c'est très difficile de se considérer comme écrivain quand on pense à tous ces grands écrivains qui nous ont précédés ou qui sont nos contemporains, mais qui vont laisser eux leur trace dans l'histoire de la littérature et dans l'histoire de leur pays. Et c'est vrai, vous avez beaucoup lu ces classiques. Il y a des classiques, là maintenant, on prend note hein, de tout ce que vous avez, c'est-à-dire les écrivains qui vous ont marqué, c'est important. Et je vois qu'il y a beaucoup d'occidentaux, hein, énormément, énormément d'occidentaux. Et Oui. je vois juste une question là. Je prends une question du chat et je continue juste les deux dernières questions qui me restent. Alors, c'était de qui déjà? Je me rappelle plus. Est-ce que c'était, il y avait une question intéressante. Mhm. Ah, bon, je la retrouve plus. Je me rappelle plus qui avait posé une question. C'était intéressant, mais ça passe tellement On vite. a
répondu à la question de Leïla Ben, Daïla qui Ben? demande si on est féministe Oui, lorsqu'on écrit essentiellement sur les femmes. J'y ai répondu, je pense. oui, Voilà, je c'est sais bien pas. ça, oui, c'est bon. Très bien. Alors, Maïsabel, aujourd'hui, nous vous recevons pour la communauté. Vous avez parlé avec toute ouverture, simplicité. Merci d'être venu, de nous parler de vous, de votre style d'écriture Vous savez, et avec aussi, maintenant avec Internet, oui, c'est magique. Je vais c'est vous dire, magique. c'est magique. Je suis chez moi, je suis à 500 kilomètres de chez vous. Hein, je suis à Voilà. Sidi Bel Abbès, dans ma maison. Vous, vous êtes chez vous, à Alger, et on communique. Et il y a des personnes qui nous écoutent et qui nous entendent. Absolument. C'est magique. Si ça avait existé il y a quelques années, enfin il y a très très longtemps, je pense que le monde aurait été un petit peu changé parce que il y a cette espèce de communauté qui se crée. Je vois que vous avez déjà créé une communauté qui vous suit, qui intervient, qui lit, qui vous écoute et qui vous écoute et qui vous entend. C'est surtout ça. Et ça, je trouve ça merveilleux. En tout cas, merci beaucoup pour cette initiative, hein. C'est vraiment formidable. Je découvre pratiquement tous les jours sur les réseaux sociaux des personnes qui écrivent, enfin qui veulent écrire et qui se posent des questions sur l'écriture et tout. Je découvre des personnes qui lisent et qui sont de grands lecteurs et ça me fait. Et cette communauté-là, c'est ma communauté. Voilà. Absolument, merci. C'est tellement bien dit. Cette communauté, c'est la nôtre. C'est la nôtre tous, justement. Vous avez dit, il y a des personnes qui suivent. Bah, ce groupe, c'est leur groupe aussi. Et je suis très ravie, justement, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont demandé aussi à voir ici dans le live Maïssa Bey. Vous êtes très appréciée, il faut le dire, sur la scène littéraire, hein. Maïssa Bey, quel est le conseil que vous pouvez donner à notre communauté et aux gens qui nous écoutent ce soir? Un conseil ben, Oui, lisez, c'est tout. Lisez. très bien. Le Coran, iqra, iqra. Oui, C'est ça. absolument. La, l'injonction qui nous est parvenue Oui. à travers les siècles, cette injonction, on l'a fait nôtre. Lisez, lisez. Même moi, je sais que quand j'étais jeune, on n'avait pas les moyens d'acheter des livres, pas du tout. Eh bien, j'avais les livres de l'école. Je me souviens, à l'école primaire, il y avait une petite bibliothèque dans un petit placard. Je lisais tous les livres qui étaient dans le placard. Je lisais tout ce qui me tombait sous la main. Je lisais. J'avais pas d'argent. On n'avait pas, ma famille n'avait pas suffisamment d'argent pour acheter des livres, etc. Mais je n'ai pas cessé de lire. D'ailleurs, j'ai tout lu. Je lisais beaucoup. Je me souviens, je vais juste prendre un petit moment que je raconte d'ailleurs dans Bleu, Blanc, Vert. Je me Je souviens que vous raconte aussi. j'avais trouvé dans la maison dans laquelle on a été obligé de déménager pendant la période de l'OS, Oui. j'avais trouvé des romans photos. Vous savez ce que c'est que les romans photos? C'est des revues dans lesquelles on raconte des histoires en photos. Ça s'appelait Mhm. des romans photos. Eh bien, c'était les ancêtres comment ça s'appelle maintenant? Des petits trucs que l'on fait sur Internet, vous savez, où on raconte une histoire. Des romans Mhm. photos, mais alors c'était des romans à l'eau de rose, des romans vraiment. Eh ben, je me suis régalée pendant les 3 mois qu'a duré notre occupation de cette maison jusqu'à Mhm. l'indépendance de Mhm. l'Algérie, 62. Mais je lisais tout et n'importe quoi. Tout, mais sans arrêt, sans arrêt. Je dis pas aux gens de lisez tout et n'importe quoi, parce qu'aujourd'hui il y a quand même des bibliothèques, on peut se débrouiller pour avoir des livres sur Internet, etc. Mais je pense que le conseil le plus important, c'est de lire. Voilà. Oui. Oui. Merci beaucoup, Maïssa Bey. Merci pour votre présence aujourd'hui. Vous avez accepté avec grand plaisir cette invitation. Bientôt, le livre, enfin l'essai, hein, voilà, donc votre essai Assia Djubar, femme écrivain, sera disponible en Algérie. Ma question, lorsque ce livre sera disponible en Algérie, sera lu par, euh, par beaucoup de lecteurs, est-ce que vous accepteriez justement de revenir ici, dans le live direct, pour décortiquer un petit peu cette Pas de histoire, problème. pour Oui, oui. décortiquer ça, parce que vous avez dit c'est un essai, it's not enough, ce n'est jamais suffisant d'écrire sur Assia Djebar. Donc, nous vous invitons dès maintenant, nous allons prendre rendez-vous D'accord. pour Oui. décortiquer ce Il faut, livre avec grand plaisir, il parce faut que moi qu'on j'ai trouve un éditeur. Vous savez, il faut qu'on trouve une maison d'édition qui accepte de l'éditer.
d'éditer, de faire des accords avec la maison d'édition Chèvrefeuille Étoilée. Il faut qu'on trouve une maison d'édition qui accepte de l'éditer pour l'Algérie, voilà. Et je pense que j'ai en vue une maison d'édition qui va peut-être le faire, voilà. Bah, ça, c'est une bonne nouvelle, hein. C'est vraiment une bonne nouvelle. Sinon, on va voir si prochainement il sera disponible, hein. Je parle de voilà des quelques mois qui vont venir. Bah, j'espère vraiment qu'il sera disponible parce qu'il est superbement bien écrit. Moi, j'ai vécu votre ressenti. Je l'ai ressenti vraiment, votre amour pour Et ça vous a donné cette envie de poésie. redécouvrir Assia Djeba. Oui, absolument. Donc, j'ai eu la C'était le chance de le but. lire et j'espère. Pardon? C'était le but. C'était, C'était le oui, but. superbement bien Faire lire raconté. Assia Et Djeba. voilà. On va donc spoiler le livre quand il sera disponible en Algérie, bien sûr. Et on va décortiquer ce livre parce que c'est très important de D'accord. savoir quelle est Ok, l'intention, d'accord. justement, et l'amour que Maïssa Bey a pour Assia Djupar. Merci beaucoup. Merci à tout le L'admiration, monde, à toute la surtout communauté qui soit l'admiration. présente, Mm, de l'admiration. Voilà. oui. Merci beaucoup, Maïssa Bey. Merci encore une Merci fois. à vous. J'espère Et vous merci à revoir tous ceux qui ont bientôt. eu la patience de nous écouter. Je vois qu'il y en a eu énormément, de poser des questions, de faire des commentaires. Merci à vous, communauté. Je vous retrouve, je vous écoute en général. Dès que j'ai le temps, je vous écoute. J'ai écouté les podcasts précédents, donc je vous suis. Voilà, je vous suis parce que tout ce qui est littéraire et algérien. Rien de ce qui est littéraire et algérien ne m'est étranger. Voilà, c'est pour paraphraser une certaine phrase. Voilà. Et c'est super bien clôturé. Merci encore, Merci à vous. Maïssa Bey. Merci à tout le monde. Bonne Bonne soirée. soirée. À bientôt.